Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories, série de podcasts qui parle de l'histoire du basket à Chicago. Dans cet épisode numéro 6 un peu spécial, nous allons rendre hommage à un natif de la ville qui vient d'être intronisé au Hall of Fame de la NBA après une carrière de haute volée, Timothy Dwayne Hardaway. Joueur extrêmement spectaculaire, notamment par sa vitesse, son sens de la passe et ses crossovers dévastateurs, l'insaisissable Tim Bug faisait partie des meilleurs meneurs de jeu des années 90. Déjà à l'université de Texas El Paso, ou UTEP en version diminuée, il a commencé à se faire une réputation à l'échelle nationale grâce à un ball handling et une vitesse d'exécution folle, brisant régulièrement les chevilles de ses adversaires par des crossovers ultra rapides. Un move qui sera baptisé le UTEP Two-Step et que Tim Hardaway a maîtrisé dès son plus jeune âge à force de dribbler sur les trottoirs de Chicago en évitant les passants et les voitures garées sur le côté. Depuis tout petit, j'étais tout le temps en train de dribbler, même pour aller chercher un truc au supermarché, expliquait Hardaway à propos de sa technique. Je driblais à chaque fois que je sortais. À chaque rue, je changeais de main. Et sur le chemin du retour, c'était encore plus difficile car je portais aussi les courses que j'avais achetées. Je le faisais aussi l'hiver dans la neige. Et c'est comme ça que j'ai travaillé mon dribble et mes appuis. Il fera son lycée à Carver High School, suivant les pas de légendes de Chicago telles que Casey Russell, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, ou encore Terry Cummings, avant donc de partir dans le Texas pour son cursus universitaire. Et même si les résultats ne seront pas grandioses lors de ses 4 ans là-bas, avec des sorties rapides lors de 2 tournois de March Madness où il emmène l'équipe, il signe quand même des saisons de très belle facture, notamment la dernière, en 88-89, où il tourne à 22 points, 4 rebonds, 5,4 passes, 2,8 interceptions, le tout à 50% au shoot et 36,6% à 3 points. Sa vitesse et son caractère bien trempé plaisent à Don Nelson, le coach mais aussi general manager des Golden State Warriors, qui va tout faire pour le récupérer le soir de la draft, allant même jusqu'à dire aux autres general managers que le workout réalisé par Hardaway avec les Warriors s'est très mal passé, qu'il était un joueur caractériel et qu'il y avait un doute sur sa santé, notamment au niveau des genoux. Tout ça pour dissuader les autres équipes de le prendre. Tactique gagnante, car si Tim Hardaway est bel et bien caractériel, ses genoux vont très bien et il est toujours disponible quand arrive le tour des Warriors en 14e position, et il débarque donc dans la baie d'Oakland. Immédiatement, Don Nelson file les clés du camion à Hardaway, qui va être comme un poisson dans l'eau dans les systèmes ultra-offensifs et rythmés des Warriors. Avec Mitch Richmond et Chris Mullin, ils forment un trio qui sera surnommé Run TMC pour Tim, Mitch et Chris, une référence à Run DMC, groupe de hip-hop très populaire de l'époque. Ah, Run TMC, de la folie à l'état pur. Des attaques effectuées à 200 à l'heure, sur jeu placé comme en transition, un spectacle garanti chaque soir, avec des shoots dans tous les sens de Mullin et Richmond qui sont les maîtres canonniers, tandis que Tim Hardaway est la rampe de lancement parfaite avec ses alley-oops, ses passes clairvoyantes, même s'il est aussi capable de scorer à foison. Pas tellement grâce à son shoot car l'adresse a rarement été son point fort, avec notamment un record NBA de 0 sur 17 au tir lors d'un match contre Minnesota, mais plutôt grâce à sa technique et ses crossovers incisifs pour s'ouvrir le chemin du cercle, à l'image de celui qu'il place sur Isaiah Thomas, son idole d'enfance et natif de Chicago comme lui. Et même si la défense est le dernier des soucis des Warriors et que les résultats ne suivent pas, en manquant les playoffs avec un bilan de 37-45, l'équipe gagne en popularité avec ce jeu flashy qui électrise les foules, au point que lors de la saison 91-92, tous les matchs à domicile des Warriors se jouent à guichet fermé. L'équipe est devenue une attraction et va justifier ce rang en collant 162 points aux Nuggets lors de la soirée d'ouverture de la saison, pour ce qui est le plus gros score d'un match dans l'histoire de la NBA sans prolongation, 162-158. Derrière, le trio continue de cartonner la ligue entière et va finalement retrouver les playoffs avec un bilan de 44-38, leur meilleur bilan depuis presque 10 ans, avant de sortir les Spurs au premier tour, puis buter sur les Lakers au suivant. Mais cette saison-là, Run TMC est l'un des trios les plus prolifiques de l'histoire. Au classement des meilleurs scoreurs de la saison régulière, Chris Mullin est 8e, Mitch Richmond est 10e, et Tim Hardaway est juste derrière à la 11e place, en plus d'être 5e meilleur passeur de la ligue et de connaître sa première sélection All-Star où il sera accompagné de Chris Mullin. La moyenne de points cumulés par match par Run TMC lors de cette saison 90-91 est à ce moment-là la deuxième meilleure moyenne de l'histoire de la ligue pour un trio où chaque joueur tourne à plus de 20 points, avec 72,6 points par soir, derrière les 76,7 points par soir d'Alex English, Kiki Van de Beek et Dan Issel à Denver en 1983. Depuis,
Seul le trio Steph Curry, Kevin Durant et Klay Thompson a fait encore plus fort que Run DMC. Mais après seulement 2 ans d'existence, Don Nelson trade Mitch Richmond à Sacramento et met fin à l'un des trios les plus excitants et fun de la ligue. D'ailleurs, les Warriors ne se remettront pas de ce trade raté. Lors des 2 saisons qui vont suivre, les Warriors vont se faire sortir au premier tour des playoffs 92, puis carrément louper les playoffs en 93. Pourtant, Tim Hardaway est proprement exceptionnel, devenant le 5e joueur de l'histoire de la NBA à tourner à au moins 20 points et 10 passes décisives de moyenne lors de plusieurs saisons consécutives. Il va même terminer 2e meilleur passeur de la ligue en 93 et ajouter 2 sélections All-Star à son palmarès, le tout avec une nouvelle fois des dribbles et crossovers qui le rendent insaisissable, d'où son surnom de Tim Bug. À ce moment-là, à 27 ans, il est au sommet de son art, mais quelques jours à peine avant le début de la saison 93-94, il va subir une rupture des ligaments croisés du genou gauche et va manquer l'intégralité de la saison. À son retour pour débuter la saison 94-95, un mauvais début de saison de la part des Warriors va mener au départ de Don Nelson, qui avait déjà été remplacé au poste de general manager pendant l'été. Golden State va louper les playoffs, et avec le style de jeu un peu moins rapide et spectaculaire du nouveau coach Bob Lanier, Tim Hardaway est moins à l'aise, même s'il a signé une nouvelle saison de très haut niveau après une année blanche, signant 20,1 points, un très bon 37,8% à 3 points et 9,3 passes décisives, dont une pointe à 22 passes contre Orlando le 16 décembre, son record en carrière. Pourtant, pas de quoi emballer Rick Adelman, qui devient le coach des Warriors à l'été 95. Ce dernier souhaite mettre en place une équipe plus défensive et l'arrivée du meneur B.J. Armstrong en provenance des Bulls va dans ce sens. Tim Hardaway ne débute que 18 matchs, joue 10 minutes de moins par soir par rapport à l'année précédente et les tensions sont évidentes entre lui et son coach, ce qui va aboutir à un trade de Tim Bug à Miami en février 96. En Floride, il bénéficie de la confiance de Pat Riley qui le met titulaire et Hardaway retrouve immédiatement toute sa superbe et cartonne en même temps que le Heat, qui passe d'un bilan de 25-29 à l'arrivée d'Hardaway à 42-40 et une qualification en playoff, même si la jeune équipe du Heat est rapidement sweepée par une équipe des Bulls qui vient de remporter 72 matchs en saison régulière. Mais qu'à cela ne tienne, Tim Hardaway a retrouvé ses sensations et sa confiance, et la saison 96-97 va probablement être la meilleure de sa carrière. Ses 20,3 points, 8,9 passes décisives aident Miami à obtenir le meilleur bilan de son histoire à l'époque, avec 61 victoires, tandis que le meneur de 30 ans retrouve une sélection All-Star pour la première fois en 4 ans et termine même 4e des votes pour le MVP. En playoff, il hausse même encore son niveau de jeu pour sortir tour à tour Orlando et New York, avec de nombreuses performances clutch à l'image de ses 38 points, 6 sur 10 à 3 points, 7 passes décisives et 5 interceptions dans un match 7 décisif face aux Knicks. Miami va se hisser jusqu'en finale de conférence, mais les Bulls seront encore trop forts pour cette vaillante équipe du Heat qui s'inclinera en 5 matchs. Hardaway sera All-Star pour la 5e et dernière fois en 98 et Miami remportera de nouveau cette division, mais la défaite en playoff contre les Knicks va débuter un cycle de plusieurs années où les deux franchises vont s'affronter régulièrement, au propre comme au figuré, avec de nombreuses bagarres et suspensions, mais aussi des qualifications systématiques des Knicks pendant les séries de playoffs. Après plusieurs blessures qui auront limité sa saison 99-2000 à seulement 52 matchs, Tim Hardaway va remporter l'or olympique à Sydney avec Team USA, accompagné de son coéquipier au Heat Alonzo Mourning. Mais quand ce dernier, quelques semaines plus tard, se voit diagnostiquer une rare maladie au foie et doit manquer la grande majorité de la saison régulière, Hardaway, qui avait vu ses stats baisser au fil des années, remet un coup de collier et permet à hisser le Heat à la 3e place de l'Est avec 50 victoires. Malheureusement, les Hornets vont leur infliger un sweep violent dès le premier tour. À désormais 35 ans et en perte logique de vitesse, ce qui était l'une de ses plus grandes forces, Hardaway n'entre plus vraiment dans les plans du Heat, qui va le trader à Dallas, où il retrouvera Don Nelson en tant que coach et general manager. Mais les retrouvailles seront courtes, car il est de nouveau tradé à la mi-saison, cette fois aux Nuggets, où il n'arrivera pas à faire décoller l'équipe. Son fait le plus marquant à Denver, avoir piqué une grosse colère après avoir été exclu par l'arbitre, au point de balancer un moniteur télé sur le parquet. Pour l'anecdote, le soir même, Hardaway va signer cette télé et la mettre aux enchères pour une œuvre de charité. Hardaway a toujours été un joueur à fort caractère et entre ses coups d'éclat et ses 36 ans, difficile pour lui de retrouver un club.
Il devra attendre fin mars 2003 pour s'engager avec les Pacers pour la fin de saison, signant 14 points à 4 sur 8 à 3 points lors de son premier match face aux Chicago Bulls. Mais quand Indiana est sorti au premier tour par Boston, Hardaway sait que cette fois, c'en est terminé de son incroyable carrière NBA. 5 fois All-Star, 5 fois dans les All-NBA Teams, dont une fois dans la première, une médaille d'or olympique, des chevilles cassées partout dans la ligue avec des crossovers vifs comme l'éclair, des paniers clutch en pagaille et un maillot numéro 10 retiré à la fois au Miami Heat et à son université de Texas El Paso. À l'heure actuelle, il est toujours le recordman du nombre de 3 points inscrits à Miami, avec 806, même si Duncan Robinson s'approche dangereusement du record, tandis que seul Dwayne Wade a réalisé plus de passes décisives que lui sous le maillot floridien. De quoi lui assurer le Hall of Fame? Pas si vite. On l'a dit, Hardaway possède un gros caractère, n'est jamais le dernier quand il s'agit de provoquer ses adversaires et n'a jamais eu sa langue dans sa poche, et ça va lui coûter cher. En février 2007, lors d'une interview pour un show radio, on lui demande son avis sur John Amaechi, pivot en NBA de 95 à 2003, qui vient d'annoncer publiquement son homosexualité. La réponse d'Hardaway va être cash. Je déteste les homosexuels et je déteste être auprès d'eux. Je suis homophobe et je ne le cache pas. Je pense que ça ne devrait pas exister, ni aux USA, ni dans le monde. Si je savais que j'avais un coéquipier gay, j'essaierais de le faire virer. Des propos véhéments qui ont scandalisé l'Amérique. La NBA va annuler sa participation aux festivités du All-Star Weekend prévues quelques jours plus tard, et il va perdre l'emploi qu'il avait dans une équipe de basket amateur. Quant à sa possible intronisation au Hall of Fame, il reconnaît lui-même que ses propos auront longtemps constitué un frein. Par la suite, Hardaway va présenter ses excuses à plusieurs reprises, mais aussi tout faire pour rattraper son erreur, comme il le dit lui-même, travaillant avec plusieurs organisations qui luttent contre les discriminations sexuelles, afin de s'éduquer lui-même sur le sujet et comprendre de ses erreurs. Au point qu'en 2013, quand l'intérieur des Atlanta Hawks, Jason Collins, devient le premier joueur d'une ligue de sport professionnel US à annoncer son homosexualité alors qu'il joue encore, Tim Hardaway sera l'un des premiers à l'appeler et lui apporter tout son soutien. 3 mois plus tard, symboliquement, Hardaway sera le tout premier signataire d'une pétition visant à modifier la loi sur le mariage gay en Floride afin de l'autoriser. Au final, ce volte-face, sa détermination à être mieux éduqué sur le sujet et son implication au fil des années pour à son tour éduquer les gens sur la communauté LGBT lui ont redonné grâce au jeu de la NBA. Et le 10 septembre dernier, quelques jours après son 56e anniversaire, Tim Hardaway a fait son entrée au Panthéon, où il a rejoint ses deux compères de Run TMC qui l'attendaient de pied ferme. Une récompense méritée pour ce joueur qui aura électrisé la NBA des années 90 comme peu de monde a su le faire, à coups de shoot clutch et de crossover qui ont inspiré de nombreux joueurs par la suite. Tim Hardaway fait définitivement non seulement partie des meilleurs basketteurs nés à Chicago, mais a aussi été l'un de ceux qui a le mieux représenté la ville en NBA, à la fois par son caractère, sa dureté, mais aussi son sens du spectacle. C'est la fin de cet épisode 6, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouvera bientôt pour une prochaine édition des Windy City Stories.